Merci de le rappeler, merci de ton invitation. Alors, on peut défiler là, non? Je vais arriver sur ma communication. Effectivement, j'ai beaucoup donné dans le métal-métal, donc j'ai beaucoup donné également dans la révision du métal-métal. On clique dessus, et voilà. Alors, je ne parlerai essentiellement que des grands diamètres et un tout petit peu du resurfaçage. Vous savez qu'en France, c'est depuis 2013 que l'HAS a mis un terme à l'utilisation de ces prothèses métal-métal de grand diamètre. Il s'en est fallu de peu que le resurfaçage soit également interdit. C'est grâce à l'action très importante de la SFHG et du président de l'époque, Jean Épinette, que le resurfaçage a été maintenu sous surveillance. Les petits diamètres avaient été reconnus comme donnant de bons résultats et répondant aux services attendus, mais les fabricants ont décidé d'arrêter leur commercialisation. Alors, partout dans le monde, la situation a été la même et la plupart des autorités sanitaires ont proposé des critères de surveillance très stricts pour ces patients implantés avec des couples métal-métal de grand diamètre, un contrôle annuel radiologique et clinique, un dosage de taux sérique de chrome et de cobalt. Malheureusement, en France, ceux-ci ne sont pas remboursés et il faut se débrouiller. Avec une recommandation sur les taux de chrome et de cobalt. Et puis, à la moindre anomalie, l'échographie et finalement l'IRM avec la technique Mars dont on a parlé ce matin. Alors, je reviens juste un mot. En réalité, il s'est posé entre 1999 et 2009 plus de 2 millions de prothèses métal-métal de grand diamètre dans le monde, avec un pic de reprise dans les années 2010-2012 qui commence à bien diminuer depuis 2018. Donc on est à la queue de l'épidémie, c'est un peu comme le Covid. Normalement, c'est quelque chose que vous ne devriez plus rencontrer. Une stratification a été proposée pour les malades à faible risque, moyen risque ou haut risque. Les malades avec un resurfaçage l'ont rappelé, finalement de moins de 50 ans, l'homme était considéré comme à faible risque avec des taux sériques inférieurs à 3 fois la normale. Risque modéré, toujours du resurfaçage. Des taux sériques augmentés, quelques réactions éventuellement sur l'échographie et l'IRM. Et puis les malades à haut risque, vous voyez, c'est tous les malades métal de grand diamètre en prothèse totale supérieure à 36 mm et avec surtout des lésions qu'on va revoir. Alors cette autre stratification proposée en 2014, vous voyez, était quand même assez incisive dans la conduite à tenir. Faible risque, surveillance annuelle, risque modéré, surveillance tous les 6 mois, haut risque, reprise systématique. Heureusement, on n'a pas repris tous les malades, sinon on aurait tous explanté en France. Alors, vous voyez, cette courbe épidémique, 2012-2013, finalement, on a connu ce pic qui s'amenuise depuis un certain temps. Quelles sont les causes de révision? Eh bien, dans la moitié des cas, dans cette grosse série du NGR, ce sont les Adverse Reactions to Metal Debris, et dans 50% des cas, d'autres causes. Mais c'est souvent intercurrent et c'est souvent mélangé. Le décèlement et l'ostéolyse, des douleurs inexpliquées du fait de l'épanchement, d'autres causes, surtout sur le surfaçage, l'infection, ça s'infecte plus, les fractures et les luxations, malgré le grand diamètre, du fait de l'épanchement. Deux causes spécifiques pour le resurfaçage, la nécrose sous la cupule et la fracture du col, qui finalement ne sont pas si simples à reprendre. Alors, l'adverse réaction to metal debris, ça regroupe beaucoup de choses qui vont des pseudotumeurs, qui peuvent être liquidiennes, kystiques ou solides, avec des nécroses tissulaires extensives. La réaction lymphocytaire périvasculaire qui est d'origine allergique, c'est l'alval, qui est classifiée, et puis les véritables métalloses du fait du edge loading, avec des usures de ce couple métal et avec des débris de chrome-cobalt dans toute la synoviale. Le pseudokyste est inquiétant. Liquide lactescent qui peut en imposer pour une infection. Petit truc, vous mettez le prélèvement sur l'ampli dans votre salle et vous voyez que c'est radio-opaque et donc c'est en réalité lactescent, c'est la métallose du chrome-cobalt. La métallose du titane est noire, celle du chrome-cobalt est noire. Vous voyez que c'est épouvantable. Les pseudotumeurs, bien vues sur l'IRM, eh bien, regardez cette malade que j'avais opérée, on verra après qu'elle s'est luxée plusieurs fois. Pseudotumeur avec des nécroses tissulaires extensives, il n'y a plus le moindre signe de moyen fessier qui a totalement disparu et la face profonde du moyen fessier était complètement nécrotique. Les ostéolyses, bien sûr, autour de l'acétabulum, vous le voyez ici, mais également en regard sur cette tige à venir, sensiblement qui allait très très bien. Regardez le scanner qui montre un vide sidéral autour de la tige et en péropératoire, cette tige qui n'est plus fixée que par sa distillité. Ça, c'est l'effet toxique de la réaction biologique au métal-métal. Le décèlement, ça peut être moyen, mais ça, c'est un malade qui avait été opéré par un de mes assistants dans le service. Alors la tige était déjà en varus. Et finalement, au bout de 5 ans, il y a un décèlement
dont le radiologue avait d'ailleurs dit que les implants étaient en place et qu'il fallait comparer aux radios précédentes, et qu'on a repris bien sûr par un double mobilité. C'est un décèlement qui peut être sévère, avec des nécroses osseuses. Et puis la luxation, eh bien ces grands diamètres qui protégeaient la luxation peuvent se luxer du fait de l'épanchement. Quelquefois, il y a 2 litres dans la hanche, et du fait des lésions tissulaires dont j'ai déjà parlé, avec disparition des moyens fessiers. Les lésions tissulaires sont présentes dans près de 3/4 des cas. Vous voyez, dans ce papier anglais, 68% de pseudo-tumeurs. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui est la spécificité de ces reprises de métal-métal, parce que ça va être très compliqué, très difficile à gérer, et grévé d'un taux de complication important. Comment faire alors? Il n'y a pas de stratégie univoque, ça va dépendre du cas par cas, la cause de la reprise et puis les lésions qu'on va trouver. Il faut tout exciser. C'est une excision carcinologique. Les dérivés métalliques, les pseudotumeurs, les kystes, on va très très loin. C'est souvent assez long. Il faut très certainement faire une révision de la cupule stabulaire et changer au moins ensuite la tête et la cupule. Il faut revenir à un couple métal-métal de petit diamètre avec bien sûr un couple qui ne soit pas métal-métal. Il faut voir dans la littérature, certains ont repris par des métal-métal de petit diamètre, des échecs de grand diamètre. Est-ce qu'il faut reprendre le fémur systématiquement? Peut-être pas. L'exemple que je vous ai montré finalement de cette tige avec une grosse ostéolyse, je l'ai greffé et le résultat était tout à fait satisfaisant. Le méthode de fixation, compte tenu de ces nécroses osseuses, on a toujours un doute sur le sensiment, mais j'ai souvent utilisé le sensiment sans trop de catastrophes. On le reverra, c'est la raison pour laquelle j'ai changé ma stratégie très rapidement. Les causes, et on a un taux de reprise très important et d'échec très important, si on utilise du céramique, ou s'il y a finalement une greffe osseuse sur le cotyle. Regardez ce malade avec des radios qui sont pas mal, mais il est douloureux. On a un gros kyste à l'IRM, on a une augmentation des taux sériques, on a une CRP qui est normale. Vous voyez, en péropératoire, c'est quand même terrible, hein, c'est un aspect qui ressemble plus du tout à une hanche, repris par un couple céramique, ça c'était au début. Reprise uniquement de la cupule. Reprise ici de l'ensemble des implants avec une ostéolyse endostée sur la tige, également céramique. Mais en fait, j'ai eu des luxations. Et donc, très rapidement, j'ai repris ces malades, et c'est une reprise uniquement cellulaire sur un pseudokyste liquidien qu'on voit en antérieur sur l'IRM, par des cupules double mobilité pour éviter ces risques de luxation. Je vous assure que ces épanchements qu'on évacue, 2 litres, franchement, hein, se reproduisent. Et n'oubliez pas que les taux sériques de chrome et de cobalt ne redeviennent à la normale qu'au moins 2 ans après l'intervention. Donc ce sont des malades qui vont continuer à avoir des phénomènes toxiques à l'intérieur de la hanche. Alors, ce décèlement que je vous ai montré, on l'a repris par une cupule non cimentée, avec une greffe. Alors, je pense que l'aspect délétère des greffes dans la littérature, c'est que finalement, on a des lésions osseuses importantes et qui sont hors de toute solution, peut-être les cupules sur mesure, mais là, le résultat à long terme a été favorable. Alors, il y a, et ça a fait hérisser à l'AOS les cheveux, enfin les rares cheveux qui restent sur la tête de mon ami Henri Migaud. Les Américains ont proposé d'utiliser des doubles mobilités en laissant la cupule du métal-métal en place, en sachant que cette cupule fait 160 degrés d'hémisphère ou 165, contrairement à 180 pour la double mobilité, et remplaçait la tête en mettant un insert de double mobilité et en disant que ça donnait de bons résultats. Dans cette série, c'est pas si catastrophique, mais je crois que ce n'est pas à recommander puisqu'on n'a pas la bonne clearance, on n'a pas la bonne insert, et c'était ici une série de Magnum de chez Biomet. Vous voyez, dans la littérature, le taux de complication en fonction des séries, il est relativement raisonnable jusqu'à catastrophique. 69% de complications dans certaines séries, et un taux de révision de re-révision, R2, rejet, qui peut atteindre 44%. Pourquoi ? La luxation et l'infection. Ces patients sont à risque d'infection colossal. Et le risque de luxation, c'est lié, je l'ai déjà dit, à ces épanchements récidivants. Vous voyez, dans cette série, là encore anglaise, 35% de complications dans la reprise, avec 1/3 de luxation, 1/3 d'infection. Et alors, ce qui est catastrophique, c'est ces malades. Vous voyez, 16% vont avoir une deuxième révision, essentiellement pour luxation, mais également pour poursuite de l'alvéole, et puis 6 infections. Et parmi ces malades, 10, donc 4%, auront une 3e révision avec des escalades thérapeutiques terribles. Alors, est-ce que c'est plus simple de reprendre un resurfaçage, où on le pense, en coupant le col, on met une prothèse totale, finalement, les résultats sont bons. Eh bien, la littérature, c'est un peu plus modéré, parce qu'en dehors de ces fractures, de ces nécroses, on a des reprises quand même dans 67% des cas de resurfaçage pour des réactions en métaux, et que le taux de révision est de 16%, avec un risque de luxation, et une survie à 5 ans, qui n'est pas terrible pour des révisions qui, théoriquement, conduisent à une prothèse de première intention,
85% seulement de survie à 5 ans. Alors, est-ce qu'il y a des différences sur la survie en fonction des causes de reprise du métal-métal de grand diamètre? Eh bien, paradoxalement, les reprises pour ARMD, ce ne sont pas les pires. Les pires, c'est l'infection, parce qu'il y a toujours aussi, de toute façon, une réaction au débris métallique. Et puis, les reprises pour luxation, parce que là, je pense qu'on est sur des espèces de distension de la hanche qui sont difficiles à gérer. Et on n'a que 82% de survie à 5 ans pour les malades repris pour luxation. Y a-t-il des facteurs prédictifs? Dans cette grosse série là encore du NJR, on a 89% de survie hors resurfaçage à 5 ans, près de 8% de révision, les facteurs d'échec, l'obésité, une révision purement modulaire, c'est-à-dire remettre un liner à un polyéthylène et puis dire que ça fait une double mobilité, donc pour abandonner. Un couple céramique-céramique, parce que je crois que c'est plus à risque de luxation. Et puis là encore, toujours sort la greffe acétabulaire, d'un point de vue statistique, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Merci.